Hop, bonjour à tous. Voilà, il est 20h02, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran. Tac, on va lancer ça. On va faire partage d'écran. Hop. Ça, partager écran. Ici. Hop, ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Il faut juste me dire oui ou non, au moins une personne, que je ne commence pas. Hop, quelqu'un qui m'a laissé un message. Tac, oui, c'est bon. Allez, ça marche. Hop, juste ferme ça. Et c'est parti. Voilà, c'est parti, impeccable. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne journée. Je voulais remercier Patricia pour l'organisation de cette semaine et de m'avoir invité à parler ce soir. Le thème ce soir que je vais aborder, c'est l'augmentation de la dimension verticale. C'est souvent un acte qui est un peu stressant parce qu'on ne sait pas forcément comment faire. Des fois, on fait un peu au hasard. Des fois, on a des protocoles et puis finalement, avec le laboratoire, on n'arrive pas à s'entendre. On donne quelque chose au laboratoire et on ne reçoit pas la même chose. Et c'est un acte quand même clé dans les réhabilitations globales. Et donc, ça fait pas mal d'années maintenant, depuis les années 2000-2005, où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et ce soir, je vais vous montrer un peu l'évolution et deux techniques que j'utilise pour enregistrer la dimension verticale sans stress. C'est quasiment tout le temps les mêmes techniques que j'utilise, tout le temps la même technique. Et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Je vais vous parler d'un patient, mais sans faire le cas de A à Z, parce que c'est un patient, vous allez le voir, c'est Alex qui a une quarantaine d'années. Et Alex, en fait, il a pas mal usé ses dents. Donc là, on est typiquement dans un cas où on va se poser des questions. Est-ce que je dois augmenter la dimension verticale? De combien je dois augmenter la dimension verticale? Quand j'augmente la dimension verticale? Il y a tout un tas de questions, voilà, sur des cas comme ça qui sont des voxomanes, des patients qui ont usé. Et donc, plutôt que de vous présenter le cas de A à Z avec toutes les phases de collage, tout ça, on va plus discuter de la phase fonctionnelle. Quelle technique je vais utiliser pour augmenter l'ADV. Sur des patients comme ça, des grandes réhabilitations, il y a toujours des étapes pour construire les plans de traitement. Et ces étapes pour construire le plan de traitement, ça va partir du patient. Donc, on va discuter avec le patient, avoir un entretien approfondi avec le patient parce que c'est des traitements qui sont quand même assez lourds pour les patients. Ensuite, il va y avoir toute une planification esthétique. Et dans la réalisation du plan dans la planification du plan de traitement, j'insiste bien sur, au départ, la planification esthétique. C'est-à-dire qu'avant d'augmenter la dimension verticale, avant de décider ou pas d'augmenter la dimension verticale, je vais déjà faire mon étude esthétique. Et pour l'instant, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous verrez qu'à la fin de la présentation, vous allez comprendre pourquoi et à quel moment, en fait, l'esthétique et la fonction vont se mélanger et vont ensemble. Décider d'augmenter la dimension verticale sans avoir planifié l'esthétique, en fait, pour moi, il va manquer une composante. Il faut absolument avoir planifié l'esthétique avant de faire l'étape ici sur la slide numéro 3, qui est la fonction. La fonction étant, est-ce que j'augmente la dimension verticale? De combien j'augmente la dimension verticale? Et puis après, dans l'élaboration du plan de traitement, on va regarder tout ce qui est support, c'est-à-dire tout ce qui est dents. Est-ce que les racines sont assez solides? Est-ce que les endos sont bien faites? Est-ce qu'il y a besoin de faire de l'orthodontie pour positionner les supports correctement pour réhabiliter le patient?
et on va étudier la biologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le parodonte. Est-ce que le parodonte est assaini? Est-ce que j'ai besoin d'assainir? Est-ce que j'ai besoin de faire des greffes gingivales? Est-ce que j'ai besoin de motiver à l'hygiène ou pas? Donc ça, c'est pour l'élaboration du plan de traitement. Et donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est regarder la troisième partie, la fonction, comment j'augmente la dimension verticale. Quand je vais étudier le patient, étudier le cas clinique, je vais faire en sorte d'avoir toutes les infos, d'avoir en fait virtuellement le patient pour pouvoir étudier le cas clinique, étudier le patient tranquillement sans avoir le patient. Et donc, je vais pouvoir passer des heures à étudier le patient sans que forcément il soit là. Et pour ça, il va me falloir des photos, il va me falloir des modèles d'études, que ce soit des empreintes aginate, silicone ou des empreintes numériques. Je vais faire l'enregistrement d'occlusion que je vais vous montrer dans quelques temps, et puis on va prendre toutes les radios nécessaires. Donc, on avance sur le patient, tout ce qui est discussion avec le patient, esthétique, tout ça, ça a été planifié, et on va se retrouver à l'étape de fonction, dimension verticale. Qu'est-ce que je fais avec un patient comme ça qui a usé ses dents? Et donc, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que je dois augmenter la dimension verticale? Parce que oui, il a usé ses dents, donc oui, on a moins d'émail, c'est une chose, mais peut-être qu'il y a eu des égressions compensatrices. Et s'il y a eu des égressions, finalement, la dimension verticale, il n'y a pas eu de perte de dimension verticale. Et s'il n'y a pas de perte de dimension verticale, est-ce que j'ai intérêt ou pas à augmenter quand même la dimension verticale? La réponse dans ces cas-là, c'est quasiment à 100%, c'est oui. Et c'est une raison qui est une raison biologique. Si je n'augmente pas la dimension verticale, donc si je suis à l'état initial, donc avec de l'émail qui a été détruit et on voit les plages de dentine qui sont apparentes, si je dois réhabiliter le patient et protéger la dentine en collant du composite ou de la céramique sans augmenter la dimension verticale, il va falloir que je prenne ma fraise et que je prépare les dents pour ensuite coller mes restaurations. Et donc, il va falloir que j'abîme l'émail à la dentine. Or, le patient a fait le travail tout seul, il a abîmé seul son émail à sa dentine, et donc, je n'ai absolument pas envie de toucher en plus à l'émail à la dentine. Plus je garde d'émail, meilleur est le collage et meilleur est le pronostic des restaurations qu'on va faire. Et donc, c'est pour ça que je vais chercher à augmenter la dimension verticale dès que je peux, dès que c'est possible, parce qu'à ce moment-là, quand j'augmente la dimension verticale, je vais me créer de la place, de l'espace entre l'arcade supérieure et l'arcade inférieure, et je vais pouvoir coller mes restaurations quasiment sans toucher et préparer les dents du patient, et on va garder l'émail et on va mieux coller. Donc, est-ce que je vais augmenter la dimension verticale? Oui, quasiment à 100%. Quand je vais vouloir augmenter la dimension verticale, je vais faire face à un problème. Le problème, c'est la proprioception du patient. La mandibule de nos patients, nos mandibules, en fait, quand on ouvre, on serre, ou là, quand je suis en train de parler, en fait, je ne suis pas en train de réfléchir. C'est quelque chose qui est automatique, autonome. C'est un peu comme quand je marche. Quand je marche, en fait, mes muscles vont s'activer tout seuls. C'est quelque chose d'automatique. Et quand je vais venir positionner ma mandibule, ouvrir, serrer, parler, quand je claque des dents, en fait, tout ça, c'est automatique. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Mon cerveau n'a pas besoin de réfléchir parce qu'il y a de la proprioception. Donc, c'est pratique dans la vie de tous les jours. Sauf que nous, quand on veut trouver une nouvelle position mandibulaire, quand on veut déterminer une nouvelle position mandibulaire, cette proprioception prend le dessus. Donc, la solution, ça va être de couper cette proprioception pour pouvoir positionner la mandibule le mieux possible dans l'espace. Comment va-t-on faire? On va faire un tout petit peu d'historique et parler, mais sans rentrer dans le détail de relations centrées. Si on prend les définitions de la relation centrée entre les années 1900 et aujourd'hui, on va trouver à peu près dans la littérature 26 définitions de la relation centrée.
c'est des positions, ça s'est toujours appelé la relation centrée, mais c'est des positions qui ont varié dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où la définition de la relation centrée, c'était la position la plus haute et la plus postérieure des condyles. Ça a été avant. Et puis ensuite, on nous a dit que c'était la position la plus haute et la plus antérieure. Et puis, donc, on se trouve un peu perdu parce qu'il y a aussi plusieurs techniques d'enregistrement de la relation centrée, technique bimanuelle de Dawson, la technique de Peter Thomas. Et en fait, on ne sait pas trop comment on fait. À la fac, il y a un prof qui nous montre, on répète un peu, et puis après, on se débrouille en clinique comme on peut. Ce que j'ai su au fil des années, c'est que finalement, augmenter la dimension verticale directement sur articulateur, c'est-à-dire que je prends mes deux modèles maxillaires mandibulaires, je les mets en OIM et je les monte sur articulateur et je décide d'augmenter la tige incisive, ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si jamais ça devait fonctionner, en fait, c'est un peu parce que la nature est bonne mère, parce que le patient est sympa et qu'il va accepter ça. Mais la plupart du temps, quand je fais ça, je mets en OIM, je monte sur articulateur et j'augmente la tige incisive. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais mettre soit mes gouttières pour valider ma nouvelle position mandibulaire, soit mes mock-ups complets, je vais me retrouver à devoir meuler les interférences que je vais avoir au niveau des 7. Et puis après, je vais meuler au niveau des 6, des 5, parce qu'en fait, un articulateur, c'est une rotation pure, et un patient et des ATM, ce n'est pas exactement des rotations pures. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que quand je monte sur articulateur, en fait, en OIM et que je vais augmenter la tige incisive pour augmenter la dimension verticale, et je vais augmenter que dans un sens de l'espace. Or, si on prend un patient comme ça, un patient qui a usé, en fait, finalement, rien ne me dit qu'il a usé de manière homogène. Peut-être qu'il a usé plus à droite qu'à gauche. Peut-être qu'il a usé plus en antérieur qu'en postérieur. Peut-être qu'au fil du temps, sa mandibule a glissé légèrement vers la gauche. Or, si je prends son OIM et que je monte juste en OIM sur articulateur et j'augmente la tige incisive, je vais faire une augmentation de dimension verticale qui va être uniforme. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas utiliser la technique. Même mes modèles en OIM, je monte la tige incisive et ensuite, le laboratoire va réaliser soit la gouttière, soit les wax-up. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est une position de référence, et c'est une position qui va trouver une harmonie entre les ATM, les muscles et les dents. Donc, le système manducateur, on va avoir les dents, les muscles, les ATM. Je pense que vous devez voir mon Siri qui s'est activé. On va l'enlever. Hop, pardon. Donc, on va avoir un équilibre, une harmonie entre les dents, les muscles et les articulations. Et tout ça, c'est dirigé par le système nerveux central. C'est dirigé, qui va, lui, diriger la proprioception. Quand on regarde un peu ces deux livres, donc il y a un livre qui est de Marcel Le Gall, qui est pour moi la Bible. Il y a tout ce qu'on veut sur l'occlusion et la fonction se trouve dans ce livre. Et puis, il y a un autre livre qui est un livre de Peter Dawson. Et dans le livre de Peter Dawson, il est écrit, on va le voir tout en haut, en fait, que quand il y a un combat entre les dents et les muscles, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'harmonie, quand il n'y a pas de synergie entre les dents et les muscles, en fait, les muscles ne perdent jamais. Et en fait, c'est ce qui se passe sur notre patient Alex. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie entre les dents et les muscles. Donc, il y a une guerre qui s'oppose, les muscles travaillent et les dents sont fusibles. Et donc, on a comme ça un patient qui est bruxomane et qui va user ses dents. Ce qui veut dire que quand on va augmenter la dimension verticale, il va falloir prendre en considération les muscles et il va falloir avoir des muscles au repos et pas des muscles spasmés. La mandibule, il faut considérer la mandibule
un peu comme un avion. Et finalement, il n'y a pas qu'une rotation articulaire qui se fait au niveau de la mandibule, ni une rototranslation, mais en fait, la mandibule, à partir du moment où on a relâché les muscles, eh bien, en fait, c'est comme un avion et on va pouvoir, vous allez voir que ce n'est pas nous qui allons manipuler la mandibule, mais en fait, la mandibule va pouvoir se placer dans les 6 dimensions de l'espace. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se placer en verticalité, ce qu'on va appeler la dimension verticale, quelle hauteur je vais donner, mais aussi dans le sens transversal, il y a un mouvement qui est possible. Alors, le mouvement possible, ça ne veut pas dire que c'est un mouvement qui va être de 1, 2, 3 mm, mais quelques dixièmes de millimètres en transversal, c'est possible. Et aussi, on va avoir des mouvements antéro-postérieurs. On a des patients qui vont, après déprogrammation, venir plus en propulsion et venir avoir une position de référence qui va être plus en antéposition que leur OIM habituel. Donc, pour augmenter la dimension verticale, on considère l'occlusion en fait en 2 parties. La première partie, ça va être trouver la position mandibulaire dans les 6 dimensions de l'espace, c'est-à-dire comme un avion, quelle position on va trouver à la mandibule. Et une fois qu'on aura trouvé cette position à la mandibule, on va venir créer des contacts dentodentaires, donc des contacts en statique et en dynamique. On n'en parlera pas ce soir. Ce soir, je reste juste sur la position mandibulaire. La position mandibulaire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste rototranslation et juste de la hauteur, de la dimension verticale. Ça peut être aussi un mouvement qui est antéro-postérieur, ça peut être aussi un mouvement qui est transversal, et puis on peut même avoir des phénomènes de tangage, comme les avions ou comme les bateaux, en fait, où en fait, on peut avoir un côté gauche qui va plus décompresser que le côté droit, par exemple, ou un secteur postérieur qui va plus décompresser que le secteur antérieur. Donc, c'est tout ce qui est appelé roll, yaw and pitch. Donc, ça, c'est la position mandibulaire, c'est ce qu'on va chercher à obtenir. Et la deuxième étape, ça va être les contacts dentodentaires. Très rapidement, encore une fois, ce n'est pas le but de la conférence ce soir. En fait, les contacts dentodentaires qu'on va chercher à avoir, c'est les contacts en statique. Le patient ouvre, ferme, claque des dents. C'est les contacts cuspides fausses qu'on voit sur la gauche. Et puis ensuite, on va venir équilibrer la mastication comme Marcel Le Gall l'a parfaitement décrit dans son livre « Occlusion et fonction », donc avec les entrées de cycle et les sorties de cycle. Et puis ensuite, on va regarder tout ce qui est latéralité et propulsion, fonction de groupe ou fonction canine, et puis les propulsions au niveau des crêtes des incisives maxillaires. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis, OK, on va déprogrammer le patient. On déprogramme le patient pour couper la proprioception, pour que le patient nous donne une position mandibulaire avec les muscles au repos et dans les 6 dimensions de l'espace. Donc, la première technique qu'on peut utiliser, c'est la technique qui demande le moins d'investissement et qui est extrêmement reproductible. C'est une technique où je vais utiliser ce que je vais vous décrire juste après, un TENS et un COIS. Alors, ces 2 instruments, en fait, ne vont pas avoir le même but. Le COIS, que je vais vous montrer juste après, en fait, va me permettre de déterminer la position verticale de la mandibule. Donc, de combien de millimètres j'augmente la dimension verticale. Et ensuite, la position sagittale, transversale et tous les phénomènes de tangage, en fait, vont être donnés par la déprogrammation avec le TENS. Donc, voyons d'abord la partie verticale, l'utilisation du COIS. En verticalité pure, il a été montré dans les études, ça c'est une étude qui a fait en fait une revue de Biblio, et en fait ils ont défini que jusqu'à 5 mm d'augmentation verticale, donc plus 5 mm, ça posait absolument aucun problème. En 2 semaines, en fait, les patients acceptaient très bien cette augmentation de plus 5 mm. Donc ça, c'est très bien dans la verticalité. Maintenant, plus 5 mm dans la verticalité, c'est une chose, mais comme je vous l'ai montré juste avant, c'est qu'en fait, il n'y a pas que de la verticalité, il y a aussi la position antéro-postérieure et il y a aussi
la position transversale. Pour la verticalité, le COIS, en fait, c'est ce type de système. En fait, c'est comme une plaque palatine. Alors, on ne fait pas une plaque entière pour positionner la langue correctement. Je vous en parlerai à la fin de la présentation. Donc, c'est une demi-plaque palatine avec en arrière des incisives maxillaires, en fait, un méplat, quelque chose de plat qui va permettre à la mandibule et aux incisives mandibulaires de venir se positionner dessus. Donc, quand le patient l'a en bouche, ici, vous avez un patient, vous voyez ce qui déborde du wax-up, du mock-up des incisives maxillaires, en fait, c'est le COIS. Et le patient va venir fermer, mordre dessus, comme ceci. Et donc là, en termes de verticalité, jusqu'à plus 5 mm, en fait, ça pose absolument aucun problème. C'est l'étude qui nous a montré ça. On va voir un peu plus tard le COIS, comment on va le régler et pourquoi je vais faire plus 2, pourquoi je vais faire plus 3, pourquoi je vais faire plus 4, pourquoi je vais faire plus 5, parce que, à la rigueur, entre plus 2 et plus 5, finalement, vu que le patient va très bien l'accepter, je peux faire un peu ce que je veux. Et on va voir qu'il y a 2 critères tout à l'heure qui vont me permettre de choisir. Ça va être l'analyse esthétique que je vais faire avec le DSD, le Digital Smile Design, qui va me permettre de positionner mes bords libres des incisives maxillaires. Et puis, c'est l'analyse des restaurations que je veux faire, prothétiques. Dans un cas de bruxoman, est-ce que j'ai besoin de réhabiliter le haut, le bas, que le haut, que le bas, et quel matériau je vais utiliser, quelle épaisseur des matériaux j'ai besoin en postérieur. Et l'idée étant que je veux le moins possible toucher aux dents. Et donc, l'idée, c'est de créer suffisamment d'espace en postérieur pour que je puisse venir coller mes restaurations prothétiques sans toucher les dents. Donc, les 5 mm, jusqu'à 5 mm, ça ne pose aucun problème. Donc là, le COIS va nous donner la verticalité. Donc, les flèches bleues, ça, c'est le COIS qui va nous le donner. Mais encore une fois, c'est très bien, mais peut-être que le patient a usé plus à droite qu'à gauche, peut-être qu'il a usé plus en antérieur qu'en postérieur. Et donc, les flèches vertes, comment on fait pour déterminer la position mandibulaire et réhabiliter le patient correctement? C'est là où rentre en compte la deuxième machine, qui est le TENS. Le TENS, en fait, va nous permettre de déprogrammer le patient. Ça va nous permettre de couper la proprioception et le patient va nous donner une position qui est plus physiologique, sans spasme musculaire, avec une rotation des articulations. Donc, un TENS, c'est quoi? Un TENS, en fait, c'est l'abréviation d'une machine en fait, qui est Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ici, c'est un J5. Ça, c'est une machine qui est vendue par Bisico. Cette machine-là, je l'utilise depuis maintenant 2003, où je l'ai utilisée pour la première fois. Et depuis 2003, en fait, tous les patients qui ont besoin d'une modification de dimension verticale, en fait, j'utilise le TENS pour les déprogrammer et pour enregistrer ma position mandibulaire de manière beaucoup plus simple. C'est une machine, en fait, qui est utilisée par beaucoup d'universités dans le monde. Je crois qu'on est rendu à peu près plus de 200 universités dans le monde qui utilisent le TENS. Il y a beaucoup d'études qui sont sur le TENS, mais peu d'études qui sont pour les dentistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, un TENS, ce n'est pas une machine spécifique dentiste, mais un TENS, en fait, c'est utilisé en médecine, énormément en médecine. Et donc, on va trouver beaucoup d'études dans les revues médicales et peu en dentaire. L'idée générale, c'est celle-ci. L'idée générale, c'est que le patient arrive avec une occlusion habituelle, son OIM habituel. Et puis, parce qu'il y a de la proprioception, il a une ouverture et une fermeture, une trajectoire habituelle d'ouverture et de fermeture. Et il a une position de repos mandibulaire que je vais appeler aussi position de repos habituelle. Le patient vit tous les jours comme ça. Le patient est bruxomane, il a les muscles spasmés, il vit comme ça. Il continue à détruire ses dents. Le fait d'utiliser un TENS
Et le COIS, en fait, on va couper la proprioception et on va trouver une nouvelle position mandibulaire, une nouvelle dimension verticale. Et à partir de là, on va pouvoir faire nos tests d'augmentation de dimension verticale, soit avec des gouttières, soit avec des mock-ups complets, pour avoir une nouvelle position de repos mandibulaire, une nouvelle trajectoire d'ouverture et de fermeture, puisque le patient va se reprogrammer dans une autre position, avec une autre forme de dent, et donc la proprioception va être différente pour ensuite trouver une position mandibulaire et une occlusion qui, entre guillemets, va être plus physiologique. Comment ça fonctionne, un TENS? Un TENS, pardon. Un TENS, en fait, cette machine-là, en fait, vous allez mettre des électrodes. Il y a 2 électrodes au niveau des ATM qui vont stimuler le nerf numéro 5. Le nerf numéro 5, lui, à son tour, va stimuler les muscles masticateurs. Le TENS, la machine TENS, va envoyer une impulsion électrique toutes les secondes. Et donc, toutes les secondes, il va y avoir une petite décharge électrique au niveau du nerf numéro 5 et donc au niveau des muscles masticateurs. Et la mandibule du patient va avoir ce mouvement. Vous voyez, une petite contraction. Ça, c'est une contraction qui est involontaire, qui est une contraction donnée par le TENS. Et le patient, vous le laissez pendant 1 heure comme ça. Et au bout d'1 heure, le patient va être complètement déprogrammé. Donc là, ça équivaut comme si le patient avait porté une gouttière lisse. Si vous faites porter un patient une gouttière lisse, il va se déprogrammer. Le patient ensuite revient au cabinet après avoir porté sa gouttière lisse. Et là, il va être déprogrammé et vous allez pouvoir enregistrer une nouvelle position mandibulaire. Ben là, en fait, en utilisant cette machine, on fait exactement la même chose, sauf que le patient n'a pas besoin de porter de gouttière. Pendant 1 heure, on va déprogrammer le patient avec le TENS. Et ensuite, avec le COIS, on va venir enregistrer la verticalité. Donc, ça, c'est les étapes que je vais utiliser. Ici, vous avez la patiente. Elle a, sur la vidéo de gauche, la patiente a le COIS en bouche. Donc là, je mets le papier articulé pour prendre mes repères. Et ça fait 1 heure que la patiente porte le TENS. Je vais demander à la patiente de claquer des dents. Elle va claquer sur le COIS. Donc, les incisives mandibulaires vont venir taper sur la partie plate du COIS qui se trouve en arrière des incisives maxillaires. Là, je vérifie que j'ai bien mon point d'occlusion qui est marqué. Et je vais passer à la vidéo numéro 2, celle du milieu, où je vais injecter là mon silicone d'occlusion, le Rigidure. J'injecte sur les parties postérieures et je demande à la patiente de venir délicatement serrer. Et là, elle va le serrer sur le point bleu que j'avais sur la première vidéo. Donc, elle va le serrer sur le COIS. Donc, la verticalité, en fait, m'est donnée par le COIS. C'est le COIS qui va bloquer ma mandibule. Mais la partie de la position mandibulaire, c'est-à-dire en transversale, en antéro-postérieur et tous les phénomènes de tangage, en fait, c'est le TENS qui a relâché les muscles masticateurs, qui a déprogrammé le patient et qui est venu positionner la mandibule. Et donc, sur la vidéo numéro 3, on voit ce que je récupère. Je récupère le COIS, la plaque palatine, et les 2 mordus en silicone. Et je vais pouvoir donner ça au laboratoire qui va monter sur articulateur. En utilisant cette technique, en fait, voilà ce qui se passe. Donc, le patient va ouvrir, fermer sur le COIS en ayant les muscles relâchés et la proprioception coupée grâce au TENS. Et on va avoir quelque chose de complètement reproductible. Donc ça, c'est la première technique pour enregistrer la dimension verticale. On a juste besoin de demander au laboratoire de nous fabriquer un COIS et d'investir dans la machine TENS pour pouvoir déprogrammer le patient. La deuxième technique que je vais vous montrer, là, on va un peu plus loin. On va enregistrer d'autres mouvements. Et vous allez voir, un des avantages, c'est que si jamais on se trompe sur l'augmentation de dimension verticale, parce qu'on a tout numérisé, parce que c'est digital,
on va pouvoir augmenter la dimension verticale directement sur l'articulateur numérique. Donc, toujours pareil, je reprends juste mon exemple. Ici, le patient qui est complètement… la mandibule, en fait, qui est plus à la bonne position et nous qui sommes perdus en sachant, voilà, est-ce que la mandibule est partie à droite, à gauche, en avant, en arrière, est-ce qu'il y a eu des égressions ou pas d'égressions, voilà, on ne sait pas où on part. Toujours les mêmes étapes, trouver la position dans les 6 dimensions de l'espace et ensuite venir trouver les contacts dentaux-dentaires. On va fabriquer, donc dans cette deuxième technique que je vous montre, on va toujours fabriquer un COIS. Donc ici, on a fabriqué un COIS en digital qu'on est venu imprimer. Donc il y a impression du modèle et impression du COIS. Et on va essayer ce COIS en bouche. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, la hauteur du COIS, ici, ce qu'on voit sur la photo, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi tu as donné cette hauteur-là? Pourquoi tu n'as pas donné une autre hauteur, une autre verticalité? Et en fait, ça dépend de mon analyse esthétique. Et si vous reprenez la deuxième slide que je vous ai montrée dans la création du plan de traitement, en 1, il y avait la discussion avec le patient pour comprendre ses besoins et ce que moi, je peux lui apporter et comment je peux l'aider. Et en 2, il y avait l'analyse esthétique. Et donc, l'analyse esthétique que je vais faire avec mon DSD, avec mon Digital Smile Design, va me donner la position des bords libres des incisives maxillaires, entre autres, parce que ça va me donner plein d'autres choses. Mais ça me donne ça. Et en fonction de ça, je vais évaluer de combien j'ai besoin d'augmenter la dimension verticale pour réhabiliter le patient au niveau esthétique. Et donc là, on voit sur le schéma que je vous ai fait, on voit que la dimension verticale, on voit que les bords libres, je vais les augmenter, je dis un peu au hasard, je n'ai plus les mesures en tête, mais peut-être de 2 mm au niveau des bords libres des incisives maxillaires. Et donc, mon COIS, je vais le créer de 1 mm pour avoir quand même un recouvrement qui existe. Donc ça, c'est la première composante, c'est l'analyse esthétique qui va me guider par rapport à l'épaisseur de mon COIS. Et la deuxième composante que je vous expliquais juste avant, c'était l'espace postérieur que je vais me recréer, que je veux me recréer, pour pouvoir coller mes restaurations sans préparer les dents. Et donc là, pareil, je vais faire une évaluation de, voilà, j'ai besoin de 1 mm en postérieur en haut et en bas pour réhabiliter le patient. Donc, j'aimerais avoir 2 mm en postérieur. Donc, je vais faire une augmentation de COIS de tant de millimètres et je vais regarder en bouche pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et bien évidemment, mais ça c'est notre métier qui veut ça, on est souvent amené à faire des compromis. Le cas idéal où l'augmentation due à l'esthétique et l'augmentation pour les réhabilitations postérieures correspondent exactement. Quelquefois, je suis obligé peut-être de réduire la longueur des incisives. Quelquefois, je suis obligé de quand même préparer un peu mes dents postérieures pour pouvoir coller les céramiques sans faire de compromis esthétique. Donc, on revient sur le patient avec la deuxième technique. J'utilise toujours le TENS. Le TENS, pour moi, c'est vraiment la machine qui me permet de couper la proprioception et que le patient, je ne bataille pas avec les manipulations en venant toucher le menton et en ayant un patient qui pousse sur ma main alors que j'essaye d'enregistrer une position mandibulaire avec les muscles au repos. Donc, on va, pareil, mettre en place le TENS pendant 1 heure. On va avoir le COIS qui est en bouche pour la partie reproductible. Et l'enregistrement, cette fois-ci, je ne vais pas le faire avec du silicone. Là, on est passé à l'étape supérieure. On va enregistrer ça avec une machine qu'on appelle le Mojo. Le Mojo, en fait, ça va être l'articulateur virtuel, mais le vrai articulateur virtuel. Ça va être le patient virtuel. Donc là, on voit quand le patient ouvre serre et on voit, ici, il est en train de faire une latéralité droite, latéralité gauche, et on voit en fait la mandibule du patient qui bouge. Et donc, je vais pouvoir enregistrer tout ça
et donner ça au laboratoire de prothèse. Et on va voir que grâce à ça, en fait, même si je me trompe sur la hauteur du COIS, je suis capable, parce que c'est comme si j'avais digitalisé complètement le patient, je vais être capable de modifier directement dans le Mojo ma dimension verticale. Donc voilà, le Mojo va nous calculer directement les pentes condyliennes, les angles de Bennett. On va avoir aussi les cycles de mastication. Donc là, on dépasse l'augmentation de dimension verticale, mais on est capable avec cette machine en fait d'enregistrer les cycles de mastication et de translater ces cycles de mastication à la nouvelle dimension verticale. Donc là, le patient nous donne ces cycles de mastication. Imaginez, je vais augmenter de plus 3 mm la dimension verticale. Et bien en fait, ces cycles-là de mastication, on va avoir les mêmes trajectoires, mais à plus 3 mm. Donc, on enregistre les cycles de mastication et on va enregistrer la position mandibulaire. Donc là, vous voyez, le patient tape dans le vide. En fait, ce n'est pas dans le vide, il tape sur le COIS. Donc, j'ai mis en place le COIS et je demande au patient de venir claquer. Et en même temps que le patient claque, je vais pouvoir mesurer l'espace que j'ai entre les dents. C'est ce qu'on voit en bas, à droite. Et là, par exemple, j'avais plus 3 mm. Donc ici, toujours pareil, le patient claque. Et je vais regarder, est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour faire mes réhabilitations. On est aussi capable de regarder les premiers contacts qu'on va trouver. Donc ici, on voit les interférences. Ici, on voit l'espace. Et puis, ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est si jamais je vois que je n'ai pas suffisamment augmenté la dimension verticale, je peux augmenter la dimension verticale directement sur le Mojo. Et les cycles de mastication, vous voyez, ont été transférés à la nouvelle dimension verticale. Vous voyez les cycles de mastication, les dents ne se touchent pas, il y a quand même les cycles de mastication parce que ça a été transféré. Et donc, on va pouvoir construire nos wax-up, on va pouvoir construire nos céramiques de cette manière avec les vraies trajectoires physiologiques du patient. Donc ici, une autre vidéo qui va vous montrer le choix. Ici, le patient claque et on va pouvoir déterminer en fonction de l'épaisseur en postérieur ici. Ici, je vais venir choisir. Voilà, je vais mesurer. J'ai besoin, je ne sais pas, par exemple, de 2 mm pour faire mes restaurations. Et je vais mesurer, est-ce que j'ai 3,6? C'est bon. Est-ce que 3,6, ça me convient? Oui. En antérieur, combien j'ai? Donc, je viens mesurer en antérieur. J'ai 4 mm en antérieur. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est suffisant? Si oui, c'est suffisant, j'enregistre cette position et je transfère au laboratoire. Donc là, on a un travail qui est devenu complètement numérique, complètement digital. En workflow, ça donne quoi? Donc, la deuxième technique, en fait, je vais mettre en place le Mojo et je vais faire ouvrir, serrer sur le COIS, comme sur la première technique, avec le TENS, sauf que je ne vais pas mettre de silicone, ce n'est pas nécessaire de mettre de silicone. Je vais donner ça au laboratoire qui, grâce à ça, va pouvoir me construire mes restaurations. Au niveau workflow, comment ça marche? Si le patient est asymptomatique, à ce moment-là, je vais utiliser le TENS, le COIS et le Mojo si j'ai le Mojo, mais ce n'est pas une obligation. C'est bien sûr mieux, mais ce n'est absolument pas une obligation. Et puis, je vais tester ma nouvelle occlusion, soit avec des gouttières, soit avec des provisoires, soit avec des mock-ups. Si j'ai un patient qui est symptomatique, mon workflow est un tout petit peu différent. Je vais l'envoyer chez le chiropracteur en premier parce qu'il y a une relation entre l'occlusion et les cervicales C1, C2, entre autres avec tout le corps aussi. Mais j'aime bien que les cervicales C1, C2 aient été manipulées par le chiropracteur avant d'enregistrer la nouvelle dimension verticale. Donc, si le patient est symptomatique, j'envoie chez le chiropracteur qui fait ses manipulations et dans la journée, je reçois le patient pour faire le TENS, le COIS et le Mojo si j'ai le Mojo et j'enregistre la nouvelle dimension verticale, la nouvelle position mandibulaire et je vais faire mes tests de la même manière avec
les gouttières ou les mock-ups. Et c'est les patients qui sont symptomatiques. Je vais travailler avec les orthophonistes, je vais vérifier les apnées du sommeil, je vais travailler avec les podologues, avec les orthoptistes, avec soit le chiropracteur, soit les kinés. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire autour. Quand on va enregistrer, que vous utilisiez la technique du TENS et du COIS ou du TENS, du COIS et du Mojo, il y a quelques règles quand on va enregistrer la dimension verticale, la nouvelle position mandibulaire. La première règle, c'est la posture du patient. Bien faire attention à ce que le patient soit droit et la position de la tête du patient, qu'elle soit droite. Pourquoi ? Il suffit de faire un test. Faites un test devant votre écran. Vous penchez la tête sur la gauche et vous serrez les dents. Vous penchez la tête sur la droite et vous serrez les dents. Vous penchez la tête vers l'avant, vous serrez les dents. Vous penchez la tête vers l'arrière et vous serrez les dents. Et vous allez trouver 4 positions mandibulaires différentes. Donc, la position de la tête, il faut faire attention à la position de la tête. Et qui va avec la position de la tête, la dernière image, c'est le patient doit avoir les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que les patients, quand on va enregistrer la dimension verticale, en fait, ils veulent nous aider et on a tendance à être peut-être un peu plus haut qu'eux. Et dès qu'on va s'approcher pour soit mettre le silicone, soit manipuler le patient avec les manœuvres de Pekka Thomas, le patient va lever la tête, va tourner la tête vers nous pour nous aider. Et on vient de voir que la position de la tête avait une incidence sur la position mandibulaire. Donc, position de la tête droite, posture assise droite, pas le patient allongé. Si vous mettez le patient allongé, ou même en 3/4, et que vous faites l'enregistrement de dimension verticale, vous verrez que la pesanteur amène la mandibule plus en arrière. Et puis, la position de la langue est aussi très importante. Faites attention à la position de la langue. Faites des tests comme avec la tête. Faites des tests. Vous mettez la langue, la pointe de la langue, vous la mettez la plus postérieure possible et vous serrez. Et puis ensuite, la pointe de la langue, vous la mettez sur les faces palatines des prémolaires et vous serrez. Et puis la pointe de la langue, vous mettez sur les faces palatines des prémolaires de l'autre côté et vous serrez. Et vous voyez que la position de la langue influe aussi sur votre occlusion et sur la position mandibulaire. Et donc, la position de la langue, il faut qu'elle soit au niveau de la papille rétro-incisive. Et c'est pour ça que je vous disais, le COIS, je ne crée pas une plaque palatine complète, mais une plaque palatine qui est la plus fine possible pour pouvoir laisser la place à la langue et que le patient amène la langue au niveau de la papille rétro-incisive au moment où je vais demander au patient de serrer sur le COIS. Donc voilà, la posture, le patient doit être droit. N'allongez pas le patient quand vous enregistrez la position mandibulaire, même pas en position 3/4, allongé 3/4. Position de la tête droite, position de la langue à surveiller et le patient ferme les yeux, sinon il va vouloir vous aider, il va tourner la tête et ça va fausser l'enregistrement. Voilà, je viens de faire les 45 minutes pile. Merci beaucoup. Et puis, je vais répondre aux questions s'il y a des questions. Hop, est-ce qu'il y a des questions? Tac, 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 oui, c'est bon. Hop. Non, pas de questions? Hop, question-réponse. Ah, si, question-réponse. Tac. Ok, je vais répondre à… Alors, je réponds à Olivier qui me pose la question. Comment tu fais pour enregistrer?
Avec le TENS, le COIS et le Mojo, sachant que le Mojo au départ demande de mettre en OIM. Et tu as raison, tu ne te trompes pas, parce qu'il me marque, est-ce que je me trompe? Non. Donc, comment je fais? Je mets le patient en OIM légère, donc le patient vient serrer en OIM. Ensuite, je fais ouvrir le patient, donc il a le TENS qui a fonctionné pendant 1 heure. Je fais ouvrir le patient, je mets en place le COIS et le patient vient claquer plusieurs fois sur le COIS. Donc, comme il a serré une fois en OIM, il se peut que au départ, sur les 2 ou 3 premiers claquements sur le COIS, ça ne soit pas pile poil et que ce ne soit pas juste. Donc, je le fais claquer 4, 5, 6, 7 fois sur le COIS. Et Olivier, je pense que tu as le mojo si tu as posé la question comme ça, parce qu'elle est assez pointue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le patient va venir taper plusieurs fois sur le même point, sur le COIS. On le voit sur le mojo, en fait, on peut zoomer, on le voit très bien. Et c'est cet enregistrement-là que je prends. Donc voilà comment je fais. Agnès, je ne sais pas du tout si on peut… Oui, ok, merci Olivier. Agnès, je ne sais pas du tout si on peut réaliser un COIS avec le CEREC. Je ne sais pas du tout. En tout cas, avec l'InLab, c'est sûr tu peux, parce que c'est un logiciel de labo. En fait, si tu peux réaliser, je dirais pour le CEREC, si tu peux réaliser tes gouttières avec le CEREC, tu vas pouvoir réaliser ton COIS avec le CEREC. Parce qu'en fait, c'est comme un module gouttière, sauf que bah, tu vas mettre à plat. Alors, le recouvrement incisif, il n'est pas toujours d'1 millimètre. En fait, je vais prendre en considération, je prends beaucoup en considération la physiologie du patient, comment il a vécu jusque-là. C'est-à-dire que, si un patient, par exemple, est en bout à bout, il a vécu en bout à bout toute sa vie, c'est un patient que je vais laisser en bout à bout. Et si j'ai une réhabilitation à faire, je vais réhabiliter le patient en le laissant en bout à bout. Ça, c'est mon expérience qui parle. C'est-à-dire que je me suis aperçu, j'ai eu toute une phase où, quand je vous dis cette phase-là, c'était dans les années 2000-2005, où les patients, je voulais les reconstruire à la norme qu'on m'avait apprise, c'est-à-dire recouvrement 2 mm, classe 1 et tout ça. Et sauf que je me suis aperçu que les patients qui ont toujours vécu en bout à bout, par exemple, sont hyper inconfortables quand vous mettez du recouvrement. Et inversement, des patients qui sont des classes de 2, qui ont énormément de recouvrement, quand ils ont vécu toute leur vie comme ça, si vous éliminez une grande partie du recouvrement, ils sont aussi inconfortables. Donc, je fais très attention à comment ont vécu les patients jusqu'à ma rencontre, en fait, quand ils viennent me voir. Et j'essaye de faire en sorte de les garder dans le même environnement. Donc, ça, c'est le premier point que je vais regarder. Et le deuxième point par rapport au couvrement, en fait, ça va aussi dépendre du projet esthétique. Toujours pareil, le DSD au départ. Au départ, quand je fais mes plans de traitement, je vais étudier l'idéal. Et après, je vois si l'idéal va passer ou s'il va falloir que je fasse des compromis. Donc, le recouvrement, des fois, ça va être 1, des fois, ça va être 2, des fois, des recouvrements, ça va être 3 parce que c'est plutôt une classe de 2 et je vais lui laisser 3, voire des fois 4. Donc, voilà comment je vais gérer les recouvrements. Il n'y a pas une règle universelle pour tout le monde. J'ai une question sur le prix du TENS. Seb, je sais que Seb m'écoute. Si tu peux m'écrire la réponse du prix du TENS, je pense que ça rendrait service aux participants qui m'ont posé la question sur le prix du TENS. 3200 €. Voilà, Seb, c'est Seb Picavet, société Bizico, qui vend le TENS. Et donc, voilà, il vient de me marquer ces 3200 €.
Seb, tu as un grand merci de Léa. Hop, il y a d'autres questions. Alors, pour augmenter, donc la question c'est, est-ce que pour augmenter la dimension verticale, je suis obligé de faire le haut et le bas? Absolument pas. Pour l'augmentation de dimension verticale, on peut être amené à faire que le bas, on peut être amené à faire que le haut. On peut des fois être amené à, pour des raisons financières, où il faut faire le haut et le bas, mais les finances du patient en fait ne le permettent pas. Je peux très bien faire du composite injecté qui va coûter moins cher sur le bas, par exemple, et puis avancer l'arcade maxillaire en céramique, et puis quelques années après, faire l'arcade mandibulaire en céramique, où je peux gérer toutes les postérieures en composite injecté dans un premier temps et la partie céramique antérieure. En fait, à chaque cas clinique, en fait, on va presque inventer un plan de traitement qui va être unique. Donc, ce n'est pas parce qu'on pense augmentation de dimension verticale que forcément on est obligé de faire les deux arcades. On peut travailler soit sur une arcade, soit temporiser une arcade, finir une arcade, temporiser les postérieurs, finir les antérieurs. Alors, j'ai deux questions. Alors, la première question qu'on me pose, c'est avec les gouttières lisses, combien de temps doit-il les porter? Alors, aujourd'hui, j'utilise plus de gouttières lisses, puisque comme j'utilise le TENS, en fait, ça m'évite de faire porter les gouttières lisses aux patients. Ce que je fais, en fait, c'est donc TENS et COIS. Et une fois que j'ai enregistré cette position-là, mandibulaire, cette augmentation de dimension verticale, directement, mes gouttières, je vais les faire indenter pour valider cette position. Si jamais je devais faire porter les gouttières lisses, pour déprogrammer le patient, je les ferais porter au moins 15 jours, voire 3 semaines pour la déprogrammation, pour que le patient ensuite vienne au cabinet et on enregistre la position mandibulaire. Et pour la première technique, normalement, enfin, c'est pas normalement, tu ne dois pas augmenter la tige incisive après l'enregistrement, parce qu'en fait, quand tu vas enregistrer le COIS et le mordu en silicone, ce que tu enregistres, c'est la nouvelle position mandibulaire en OIM, la future OIM. Donc, ce qui veut dire que quand tu vas monter ce mordu-là sur articulateur, tu vas avoir l'espace nécessaire pour la création soit de ta gouttière, soit de tes mock-ups. Donc, la tige incisive, normalement, ne doit jamais être touchée sur articulateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Je suis en train de vérifier, mais apparemment non. Non, mais pas d'autres questions. Merci à tous. Merci Patricia de m'avoir invité. Très belle semaine Dental Week. J'ai vu qu'il y avait des super conférenciers. Bon, j'étais un peu au travail aujourd'hui, donc je n'ai pas écouté ni à midi ni juste avant 19h. Mais j'ai vu les noms et c'était top. Je sais que demain, j'ai vu le programme, c'est top aussi. Donc, très, très bel événement. Bravo Patricia pour l'organisation et de faire un événement comme ça. Et puis, j'espère à très bientôt, tous, cette fois-ci en présentiel, qu'on arrête un peu les Zooms et qu'on se revoit et qu'on boit des verres tous ensemble de manière conviviale. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci.